Premièrement, il faut savoir que la totalité des hôpitaux publics et privés du territoire sont vides. Dans cette grande guerre menée contre le coronavirus, toutes les autres pathologies sont reléguées au second, voire au troisième plan. Ce que ceci veut dire, c'est que toutes les hospitalisations programmées et les chirurgies programmées de personnes qui ont réellement besoin de soins sont annulées. Les gens ayant pour consigne de rester chez eux pour ne pas attraper un rhume finissent par mourir chez eux d'une insuffisance cardiaque, par exemple, pour laquelle ils n'auront pas eu la prise en charge nécessaire dans un délai donné. Car il faut savoir que cette panique généralisée ayant poussé au confinement dans le but d'enrayer la propagation d'un virus qui est déjà là, fait que la totalité des médecins libéraux, aussi bien généralistes que spécialistes, ferment leurs cabinets. Les patients ne voient donc plus de médecins, et personne ne peut donc évaluer une éventuelle dégradation de leur pathologie chronique, et ainsi les orienter vers un service hospitalier. Cela fait donc plus de 2 semaines en France occupé que la quasi-totalité des médecins et chirurgiens sont au chômage technique. Actuellement, aucun de nous ne comprend ce qu'il se passe. Nous nous demandons tous où sont passés ces patients qui remplissent nos services toute l'année. Les patients ressentant des symptômes inhabituels ont donc pour consigne de d'abord appeler le 15 afin qu'on leur dise quoi faire, rester chez vous ou bien aller aux urgences. Voici un exemple pour vous montrer l'absurdité de cette consigne. Un patient ressentant une légère douleur thoracique en basse droite avec une légère toux et un peu de fièvre, le centre 15 lui dira que ce sont des signes fréquents de l'infection Covid-19 et qu'il doit rester chez lui, ça passera dans quelques jours. Pas de chance, c'est en fait une embolie pulmonaire et le patient peut se retrouver en état de choc hypovolémique à tout moment, en plus de nécroser ses poumons. On ne fait pas de diagnostic par téléphone, sauf en cette période, visiblement. Parlons maintenant des seuls services hospitaliers qui continuent de tourner à plein régime, les urgences et les unités Covid. Les urgences servent à filtrer les patients les plus suspects d'infection Covid ou bien les patients qui peuvent avoir de vraies urgences vitales que l'on doit prendre en charge très rapidement, comme à leur habitude. Il faut savoir qu'un patient Covid que l'on considère comme un individu fragile, soit moins de 70 ans avec des antécédents importants ou plus de 70 ans, sera hospitalisé dans ces unités Covid. J'ai été réquisitionné il y a un moment pour travailler dans une de ces unités. À quoi ressemble-t-elle ? Les services hospitaliers, totalement vides, dont je vous ai parlé, sont réquisitionnés pour y entreposer des patients Covid. Avant d'être transférés des urgences vers ces unités, ces patients sont étiquetés. Soit ils ont moins de 70 ans et on les étiquette comme réanimables, s'ils se dégradent, nous ferons tout ce qu'on peut pour essayer de les sauver, soit ils ont plus de 70 ans et on les étiquette LATA, qui veut dire limitation et arrêt des thérapeutiques actives. Je vais tenter d'expliquer brièvement ce que l'on fait pour un patient réanimable et ce que l'on fait pour un patient en LATA dans ce genre de situation. Je rappelle que le tableau clinique d'une infection sévère au coronavirus correspond à une pneumonie, une infection des poumons qui s'attaque aux alvéoles pulmonaires. La phase terminale de ce type d'infection correspond en général à ce qu'on appelle un choc septique à point de départ pulmonaire. Le germe initialement présent dans les poumons et les voies respiratoires passe dans le sang et s'attaque à tous les organes vitaux, le cœur, le cerveau, le foie, les reins. Tout ceci entraîne un coma qui gêne davantage la respiration, une hypotension artérielle car le cœur ne peut plus fonctionner correctement, une augmentation de la toxicité dans l'organisme, soit à cause des médicaments, soit à cause des déchets produits par notre corps en permanence, car le foie et les reins ne fonctionnent plus. Un patient réanimable dans notre service, il arrive avec de l'oxygène pur aux lunettes ou au masque pour l'aider à respirer. Nous adaptons le débit d'oxygène en fonction de ses besoins, estimés par la saturation en oxygène, et dans la majorité des cas, nous ne touchons absolument pas à son traitement. Nous rajoutons des antibiotiques en comprimés dans certains cas, et ne sont pas du tout prescrits de manière systématique. Les médicaments qu'il prend à la maison, nous les lui donnons, et nous ne faisons rien d'autre. Ces services que l'on nous présente comme des zones de guerre, totalement débordées, sont en fait des unités de surveillance où nous ne faisons presque rien. Je n'ai jamais eu de journée aussi tranquille que depuis le début de cette crise. Si un de ces patients se met à décompenser, à passer dans un état de déstress respiratoire aigu avec une hypotension artérielle, un pseudo-coma, etc., le protocole nous dit de l'intuber, de perfuser ce patient avec 2 ou 3 litres de solution salée pour 3 heures pour faire monter la pression artérielle et ainsi irriguer les organes vitaux. De balancer des antibiotiques en intraveineuse, de balancer de la noradrénaline en intraveineuse si le remplissage par la solution salée n'a pas fonctionné comme prévu. Tout ceci afin de stabiliser les fonctions vitales pour laisser le temps aux antibiotiques de faire leur travail. Je suis passé plusieurs fois dans des services d'urgence et de réanimation, je sais donc que l'âge n'est pas toujours le facteur déterminant quand nous décidons de réanimer un patient ou non. J'ai déjà vu des tentatives de réanimation chez des patients de 80 ans passés, car il y a une maxime,
que nous aimons répéter pour nous donner bonne conscience. Nous avons une obligation de moyens, mais pas de résultat. Ce qui veut dire que n'importe quel patient qui arrive entre nos mains, nous devons de faire tout notre possible pour le sauver, même s'il s'avère que c'est mal parti dès le début. Parlons maintenant des patients LATA en unité Covid. Ceux-là ont donc souvent plus de 70 ans. Comme les jeunes, ils arrivent dans nos services avec de l'oxygène sous le nez, le plus souvent avec un débit de 2 à 3 litres minute. Si jamais ces vieux patients commencent à nécessiter un débit plus important d'oxygène, de 6 à 7 litres minute, ce qui peut être expliqué par le fait que ces vieillards traînent leur pneumonie depuis environ 7 jours le plus souvent, vu qu'on leur a ordonné de rester chez eux, on considère qu'ils ne survivront pas à leur infection. 6 ou 7 litres minute d'oxygène, c'est la limite entre la vie et la mort dans ces unités. Une fois ce stade atteint, l'étiquette LATA entre en jeu. Considérant que ces vieilles personnes vont de toute façon mourir, vu qu'on ne les réanimera pas, coucou l'obligation de moyens, nous leur injectons un cocktail de morphine et d'hypnovonel en intraveineuse. Ces deux molécules, nous les utilisons par ailleurs en soins palliatifs. Elles induisent un coma artificiel, effet bien connu, et elles ont également un effet dépressif respiratoire. Elles ont en effet un effet décontractant musculaire, particulièrement au niveau des muscles respiratoires, diaphragme, muscles intercostaux, muscles du pharynx, et entraînent donc une asphyxie médicamenteuse. Les médecins si attachés à l'éthique appellent ça une mort douce. Dans ces unités, nous tuons donc artificiellement des patients que l'on condamne dès leur sortie des urgences. À aucun moment nous ne cherchons à faire de la médecine avec eux. Ces décès sont ensuite comptabilisés comme victimes du coronavirus, alors qu'ils sont en fait les victimes des médecins français. Parce qu'on ne les soigne pas, c'est ça qu'il dit. Les familles de ces victimes ne peuvent même pas se rendre compte de quoi que ce soit. Avec ce confinement, les jeunes patients n'ont droit à aucune visite. Les patients en fin de vie, ceux qui ont bénéficié du cocktail LATA, ont droit à une seule visite par jour. Les proches doivent donc se mettre d'accord pour décider de qui ira voir le futur mort. Et ce visiteur n'aura pas le droit de visiter à nouveau dans la semaine en cours. Ils n'ont donc aucun moyen d'apprécier l'évolution clinique de leurs proches, car nous tenons rarement plus d'une semaine sous morphine et hypnovel. Nos politiques sont donc en train d'orchestrer des décès à la pelle dans les hôpitaux et utilisent ces morts pour créer une psychose générale dans un but que je n'arrive pas encore à visualiser.